de votre population. Merci. Madame Puissat a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est peut-être une question en marge de notre mission d'information, mais qui est dans la continuité des interventions précédentes, parce que je voulais vous remercier, docteur, pour cette parole libre, qui est une parole libre, mais qui est une parole d'expert. D'abord parce que vous êtes une expert, ensuite vous l'avez souligné, vous intervenez pour le compte d'un collectif, et peut-être que vous avez préparé cette audition et vos réponses en lien avec un certain nombre d'experts également, et que de surcroît, vous avez prêté serment dans cette mission d'information. Or, moi, je pense quand même que dans le cadre d'une crise sanitaire, quelle qu'elle soit, d'une crise quelle qu'elle soit, d'ailleurs sanitaire ou pas, la parole d'experts libres est essentielle pour qu'on puisse sortir de cette crise. Donc, deux questions. La première, est-ce simple de porter une parole libre dans le cadre de cette crise sanitaire? Et la deuxième question, si ce n'est pas le cas, ce qui est peut-être possible, mais on va attendre votre première réponse, comment est-ce que nous aurions pu faire pour que cela soit le cas, pour éclairer davantage les parlementaires que nous sommes et les citoyens que nous représentons? Je voudrais redire à Mme Puissat, et le dire donc pour les collègues qui sont arrivés après le début de la séance, que le docteur Desbioles s'exprime en son nom personnel. Vous posez une question importante. C'est pour ça, en tout cas, moi, que j'ai effectivement précisé que je n'avais pas de conflit d'intérêt, donc là, en lien avec l'industrie, et qu'effectivement, je ne m'exprimais pas au nom des institutions publiques pour lesquelles je travaille. Je vais prendre les mots du professeur François Alla, que je remercie encore, qui est donc professeur de santé publique, qui m'a aussi aidé à préparer cette audition et que je remercie chaleureusement. Et donc lui, il a démissionné notamment du Haut Conseil de la santé publique. Il a donné une interview dans le quotidien du médecin où il dit, et je vais le citer, ce sont ces mots, on assiste aujourd'hui à un processus de décrédibilisation de toute voix discordante. C'est devenu très dur pour un expert de dire « je ne suis pas tout à fait d'accord avec les politiques ». Les gens sont tétanisés, ils ont peur de passer, pour des antivax ou des complotistes. Donc oui, effectivement, et pour d'autres raisons aussi, je pense qu'il est difficile de tenir une parole libre, effectivement. Et ce que vous auriez pu faire alors, ce que l'on aurait pu faire, peut-être, oui, effectivement, collectivement, je pense que ça aurait été de mobiliser, finalement, à mon sens, le dispositif d'agence sanitaire supposée indépendante qui existe déjà, de permettre un débat contradictoire, scientifique, fondé sur les faits. En fait, la présentation que je suis en train de faire, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir offert la possibilité à cette parole de santé publique nuancée, pragmatique et fondée sur les preuves, d'au moins avoir pu une fois être dite dans un cadre, on va dire, portée dans un cadre institutionnel. Donc peut-être que ce débat scientifique contradictoire, que ce nécessaire, ait pu avoir lieu, puisque je précise quand même que la communauté scientifique, médicale, de santé publique est extrêmement fragmentée sur cette gestion de crise, et que ce que je dis là, je ne suis pas du tout la seule experte et professionnelle, que ce soit de santé ou de santé publique ou épidémiologiste, à porter cette voie-là. Et effectivement, l'impression a été donnée qu'il n'y avait qu'une seule voie scientifique, homogène et consensuelle dans cette crise, ce qui n'était pas le cas. Et l'impression a été donnée qu'il n'y avait qu'une seule voie pour faire face à cette pandémie, voie VOIE. Et là, encore une fois, ce n'était pas le cas. Et ces solutions providentielles qui ont été présentées, que ce soit le confinement dans le cadre des zéro Covid, que ce soit les fermetures d'écoles, que ce soit après le vaccin, voilà, il n'y a pas de sauveur providentiel dans cette affaire. Le seul sauveur providentiel, c'est nous-mêmes, et c'est de réadopter, de se reconnecter avec les principes fondamentaux de la médecine et de la santé publique, que sont l'evidence-based medicine, le respect du consentement des individus. Je rappelle aussi, ça me fait écho à ce que vous disiez, Madame, où vous étiez interrogée, je précise aussi qu'il est important, à mon sens, de ne pas gâcher les ressources, que le vaccin est une ressource précieuse, au même titre du coup que les antibiotiques, et qu'on risque de gâcher aussi les ressources. Quand je parle de ressources, je parle aussi de ressources économiques,
puisque d'après la Cour des comptes, dans son rapport du 9 septembre 2021, qui porte sur les dépenses publiques pendant la crise et le bilan opérationnel de leur utilisation, il y aurait en gros 49,6 milliards qui représentent donc le total net des dépenses de crise. On voit que le testing à l'aveugle en population générale au mois de janvier, c'était 1,6 milliard d'euros. Il me semble que la santé publique est un sujet, en tout cas pour moi, est un sujet sérieux et doit reposer sur des données probantes. Et la gestion des fonds publics est un sujet sérieux. Et là, quand on voit qu'on dépense 1,6 milliard par mois pour des tests dont la plupart n'ont pas lieu d'être, je trouve que c'est assez douloureux, notamment au regard de certains secteurs qui sont sinistrés, que ce soit, je pense, à la pédopsychiatrie, puisqu'on parle beaucoup de la réanimation qui est saturée. Les services de pédopsychiatrie sont sinistrés. Il y a des enfants à risque suicidaire majeur, puisque leur santé mentale est complètement ravagée du fait de toute cette gestion de crise, qui sont renvoyés chez eux alors qu'ils sont à risque suicidaire majeur. Dans les centres médico-psychologiques, vous avez en moyenne 18 à 24 mois d'attente pour un rendez-vous. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi une question d'efficience, ce qu'on appelle l'efficience en médico-économique. Donc, c'est un coût efficacité d'une action qui soit favorable. C'est-à-dire que votre action, au regard de son prix, est bénéfique pour la santé. Et voilà. Et ce sujet de la dépense publique, qui est donc de l'argent qui est non investi, puisque quand vous testez des gens, une fois que le prélèvement est fait, c'est parti. Pareil pour la vaccination, même si bien sûr, encore une fois, elle a un sens pour certains publics. Ce sont des mesures qui coûtent énormément d'argent. De contrôler les passes, c'est environ 60 millions d'euros qui est ajouté sur le budget des hôpitaux. Donc je pense qu'il faut aussi, et normalement, quand on prend une décision de santé publique, moi c'est ce qu'on m'a toujours appris, bien sûr l'efficacité qui repose sur des données probantes, mais aussi l'efficience, c'est-à-dire est-ce que cette mesure-là, au regard de son coût, est légitime pour la solidarité nationale. Et pareil, des interrogations, bien sûr, normalement, éthiques, démocratiques, qui doivent aussi être mises sur la table, quand bien même, par exemple, un pass sanitaire ou vaccinal serait efficace, quand bien même, ce qui n'est pas le cas, en tout cas en l'état actuel des connaissances, devrait-il quand même être mis en place au regard des implications éthiques, démocratiques. Donc je pense qu'il est très important d'avoir une approche globale, sanitaire, médico-économique, démocratique, éthique, déontologique, et de mettre tout cela dans la balance, ce qui n'a, à mon sens, pas du tout été fait.